Webinaire 2025 sur la base matière, en sachant donc on en a parlé il y a quelques mois quand j'ai présenté les nouveautés 2025, parce qu'il y avait des éléments justement qui avaient été ajoutés. On en a parlé aussi en 2024 et il y a des éléments que je vais rappeler justement sur ça. Euh, pour info, alors je voulais faire un petit slide dessus, puis ouais, c'était compliqué. Enfin ouais, bref. Il y a la 2026 qui vient de sortir. Alors, pour l'instant, vous affolez pas, vous jetez pas dessus. Nous, on a juste commencé à la télécharger. On a commencé à tester certaines fonctions et pour l'instant, j'arrive justement pas à les faire marcher. Alors, c'est des trucs un peu spécifiques sur le RTM, mais voilà, elle est dispo. Donc, elle impliquera, alors forcément, pour ceux qui sont pas en accès nommé, mise à jour du fichier licence, pas de mise à jour du LM Tools. Le Watch New, il est disponible. Vous allez dans l'aide Molflow 2025 classique vous changez dans la barre d'adresse, vous changez l'année complètement et vous y aurez accès. Je peux peut-être vous montrer d'ailleurs. Donc, hop, si je fais ça, tac, et voilà, 2026. Tout est dedans, donc les explications sur ce qui a été changé, intégré et tout. Voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil. Je dirais ça coûte rien. On essaiera. Alors, je sais pas trop parce que dans le planning des webinaires, c'est déjà prévu. Enfin, tout est déjà prévu et du coup, la 2026, je crois qu'elle apparaît en fin d'année. Alors, faudra peut-être qu'on se remette raccord avec Autodesk l'année prochaine pour les caler au moment où ils estiment les dates de sortie. Et de toute façon, Anno va en parler au club. Du coup, je vais commencer. Oui, 10 heures, oui, ce sera pas mal. Euh, Au niveau, donc comme d'habitude, restez informé de l'actualité. Il y a dans le blog, enfin le site applicite.com, vous avez la partie événements qui contient donc les événements prévus. Vous pouvez les mettre en liste et aussi événements sous forme de calendrier et donc le utilisateur en juin 2025. On en parle. Je vais en parler après. Dans la partie blog, vous retrouvez aussi des articles. On essaie de mettre des articles régulièrement. Alors vous voyez que Sébastien ici tient très bien. Moi un peu moins, mais voilà, l'idée c'est d'expliquer un peu les nouvelles fonctions de manière très simple. Et honnêtement, ça prendra 2-3 minutes à dire, pas plus, mais au moins expliquer ce qu'il y a de nouveau, donc ce qu'on estime qui peut être intéressant de communiquer. Et donc, Club Utilisateur Molflow, alors comme chaque année, enfin depuis quelques temps maintenant, on a en fait fait ça en deux parties. Première demi-journée sous forme d'atelier. Cette année, donc thermodure, caoutchouc. Alors ça sera moi. Meilleure pratique du maillage 3D, ça sera Sébastien. Et paramétrage, calcul, retrait, déformation, ça sera sûrement Hervé, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on essaie de expliquer un peu les fonctions plus adaptées. Si moi je vais parler de manière très 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 générale, thermodure, caoutchouc, tout ce qui est possible de faire dans le logiciel sur ce type de matière. Ça va être de l'injection classique, ou du RTM, ou de la compression, ou de coulée de résine, enfin tout. Parce qu'il y a plein de fonctions qui sont disponibles, que pour certains vous avez déjà. Pour beaucoup, vous avez de toute façon le remplissage thermodure par défaut. Et on a souvent la question, mais si je veux le faire, comment je fais? Donc voilà, c'était expliquer un peu comment ça marchait. Et le jeudi, alors le jeudi, il y a eu quelques changements par rapport à par rapport à la dernière présentation. Il y a Deal et Plastigré qui nous ont gentiment dépanné parce qu'on a eu deux désistements, alors impromptus, c'est malheureux à dire, mais voilà, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas et que les clients non plus. Et du coup, ils nous ont dépanné sur ça. Donc il y aura Plastigré qui présentera l'analyse topologique avec fusion et jusqu'au couplage avec une pièce sur Molflow, donc une pièce réalisée en Molflow et éco-conception. Alors vous voyez qu'au final l'après-midi ça sera très orienté éco, parce qu'il y aura éco-conception chez Dim Metering, utilisation de PP recyclé pour MAPED. Alors, on n'essaiera peut-être pas de parler d'écologie sur le dernier notre partie. On va parler de trucs qui polluent. On va faire à l'envers. Et donc voilà, agenda des webinaires. Pour rappel,
tous les webinaires, aussi bien les 2025 que 2024, 2023, sont disponibles en enregistrement aussi. Si vous avez besoin de les relire, de les réentendre, c'est possible. Et donc, je vous propose de démarrer le webinaire. Et alors, vous voyez, il y a différents thèmes. J'ai récupéré des éléments pour certains, par exemple les équivalents, j'ai récupéré des choses qui ont été présentées, j'ai récupéré aussi quelques éléments sur les qualités. L'idée, en fait, c'est d'expliquer un peu voilà, la base matière, comment elle est, et ce qu'on peut en faire. En sachant que voilà, c'est quand même un peu le cœur du logiciel. C'est que sans données matière, déjà le calcul ne démarre pas. Avec des données matière erronées, alors le calcul fonctionnera, mais les résultats seront à prendre avec des pincettes. Donc c'est vraiment important d'avoir une base qui se met à jour, une base qui évolue, qui s'adapte à vos besoins, basiquement. Alors, mise à jour, ça avait été introduit avec la 25, la 2025. La mise à jour de la base matière maintenant est en séparé. Alors, pardon, ça a été introduit avec la 2024, sauf qu'en 2024, il n'y en a pas eu. Ça a été continué en 2025, et pour le compte 2025, on a une mise à jour de la matière, de la base matière à côté. Donc, vous pouvez retrouver dans le site Autodesk Manage autodesk.com. Et ça vous permet en fait d'avoir une mise à jour un peu plus régulière. La 2025 a été sortie courant septembre. Là, vous voyez, la mise à jour, elle date de fin novembre. Et ça permet en fait comme ça d'intégrer plus de matière, de remplacer des éléments, de mettre à jour plus facilement. Sur cette mise à jour, on a 13 544 grades avec différentes matières, avec différents niveaux de matière, toujours les matières caractérisées crimes et caractérisées contraintes déformation, les caractérisées optiques, enfin voilà, tous les éléments en fait évoluent. Et donc un élément qui avait changé sur cette base, c'est justement l'impact environnemental qui était passé de 2 lignes, code d'identification de la résine et indicateur d'utilisation de l'énergie, à plus de lignes. Et je reparlerai à ce moment-là, c'est un point que je vais aborder. C'est en train d'évoluer. Un point aussi important de 2025, avec la version 2025, c'est la mise à jour, la mise en place du data fitting pour les terrains modures. Donc l'outil, alors je l'ai mis un peu, comment dire, je l'ai mis un peu surprenant, mais voilà, c'est trouver un élément qui permet de distinguer. Et en fait, ici, on voit qu'on est sur un matériau thermoplastique. On n'a pas d'évolution, en fait, on a l'évolution de la viscosité en fonction de critères simples, temps, température, cisaillement. Là où finalement, ici, on a la partie réticulation. Et donc, ça permet en fait à n'importe quel utilisateur de pouvoir créer ses propres fiches matières avec des courbes, évidemment, forcément. Mais vous n'êtes plus tributaire de la caractérisation doit être faite par un laboratoire partenaire qui doit pouvoir créer des fiches UDB, qui doit. Là, globalement, vous avez vos fiches, vous avez vos caractérisations, les courbes, basiquement, alors principalement viscosité, conductivité, charge spécifique, pour au moins pouvoir faire un calcul d'emplissage. Et par rapport à ça, vous pouvez créer une fiche personnelle. Donc c'est vraiment, vous pouvez tout faire tout seul. Alors, pour rappel, j'avais fait un webinaire en 2024 sur ce sujet. Donc pareil, s'il y a besoin, vous nous dites, on peut vous renvoyer l'enregistrement. Et donc, voilà. La partie recyclée. Donc j'ai commencé par ça parce que c'est à la limite le plus gros changement. Ça fait partie maintenant des critères d'une matière. Donc c'est-à-dire que c'est des éléments qui peuvent être enseignés. Alors je dis bien qu'ils peuvent, parce que justement, c'est ce que je marque après, c'est en cours d'intégration. Donc c'est des éléments, en fait, là j'ai comparé hier entre 25.1 et 26, on a déjà quand même beaucoup plus de matières sur lesquelles il y a les éléments de recyclage, recycler, quelle méthode et tout et tout. En 2025 0 par exemple, je crois qu'on avait 0 matière de tête. Et donc c'est des éléments qui vont en fait s'agrémenter au fur et à mesure des retours des fournisseurs matières, des retours clients, voilà, de tout un tas d'éléments. Et donc sur cette partie-là, on retrouve alors des choses plus ou moins simples, plus ou moins pointues. Première chose, en fait, la partie biodégradable. Donc, est-ce que la matière contient, et des biodégradables, pardon. Déjà, ça vous permet de filtrer un peu. On retrouve aussi pourcentage de biomasse. Donc, est-ce qu'il y a des éléments dans la matière qui sont naturels et qui peuvent être donc considérés comme des biomasses? Et alors, tous les éléments que j'explique là, biodégradable, biomasse
Et les éléments suivants sont des éléments de recherche. C'est-à-dire qu'on peut dire, je vais orienter ma fiche matière pour dire, je veux par exemple ça avec tel élément de recyclé, tel élément de recyclage. Et donc des choses qu'on nous a souvent posées comme question, c'est est-ce que c'est PCR, PIR, les deux, voilà. Donc ça, c'est pareil, critères de recherche possible, source recyclée, et vous pouvez dire, je vais chercher cette source, enfin voilà, ce pourcentage de, enfin comment c'est recyclé. Et donc après, méthode de recyclage, mécanique, chimique, autre. Euh, les données caractérisées sont forcément liées à la matière. Donc c'est-à-dire que même si vous ça a changé pour dire que c'est un recyclage mécanique par exemple en PCR, la caractérisation est faite avec cette méthode. Donc la matière en elle-même est caractérisée déjà pour ça. Donc il n'y a pas, alors j'anticipe un peu la question, il n'y a pas d'impact de fait de vous le changez vous-même, vous passez d'une matière recyclage inconnu à source PIR, ça va pas changer les propriétés de la fiche matière. Donc ça va juste, voilà, c'est indicatif de pour trier plus facilement. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez qu'on en a quelques-uns. Et là, ce que je disais, c'était une recherche 2025. Ouais, on en a une petite trentaine, une petite quarantaine. On est passé de tête à 160 en 2026. Donc on a pu multiplier par 4. Alors, on est encore loin sur les 13 000 matières, on va dire, mais c'est quelque chose qui avance, qui se met en place. On a déjà eu des discussions avec des fournisseurs matières aussi, clients, et qui justement, voilà, ils s'intéressent à cet aspect-là. C'est des choses qui vont évoluer. C'est voilà, c'est en cours. On va revenir à des choses alors plus terre à terre. Comment évaluer la qualité d'une fiche matière? Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil à la liste des personnes présentes. Je sais que pour beaucoup, il y a voilà, vous êtes au point. Euh, il y a oh pardon, j'ai été trop vite. Je préfère, enfin, je voulais quand même en parler, en rappeler parce que c'est toujours un petit peu un sujet qui est pas simple. C'est quelle est la qualité de ma fiche matière? Globalement, c'est jusqu'à quel point je peux faire confiance. Euh, il y a plusieurs indicateurs déjà disponibles. Donc, les indicateurs de qualité, bronze, or, argent. Ça, je pense que vous êtes tous au point. Voilà. Le fait que les matières peuvent être aussi génériques. Donc, c'est indiqué en rouge. Et il y a aussi les méthodes qui interviennent. Alors, la méthode, j'en reparlerai aussi. Mais on peut en fait comme ça savoir justement qu'est-ce qui est dans chaque critère. Et on voit par exemple que la date fait partie des critères de qualité. Donc une fiche matière modifiée il y a trop longtemps, en fait, ne sera pas considérée comme or. Elle ne peut pas être considérée comme or. Donc sa note sera dégradée. Par contre, on voit qu'en fait, sur tout un tas de matières, on peut avoir, donc sur l'exemple ici, des caractérisations or, même si tout n'est pas coché. Et en fait, c'est vraiment une notion de notation, de dire si j'ai ça, si j'ai ça, j'ai ça, je peux avoir une caractérisation en or. Mais par exemple, ici, on voit que sur la partie viscosité, inclut les données dépendantes de la pression. Alors, j'expliquerai pour ceux qui connaissent pas après à quoi ça correspond. C'est pas coché, pourtant la matière est en or. Ici, pareil, j'ai des données mécaniques et retrait. Je suis en or. Je sais que j'ai eu des cas où finalement j'ai l'un, pas l'autre. Je reste sur des fiches matières en or. Donc c'est toujours un petit peu, voilà, c'est toujours un point sur lequel on insiste quand même. C'est expliquer juste, or, vous pouvez y aller, c'est bon. Non, regardez quand même ce qu'il y a dedans. Et à l'inverse, argent, c'est pas parce que c'est argent que c'est moins bon. C'est peut-être juste une histoire de données pas complètes pour un point, mais voilà, ça peut permettre de faire quand même des choses. Et du coup, alors c'est là où je voulais continuer. Euh, j'ai par exemple la part de charge. La perte de charge, j'ai perdu le nom, les données dépendantes de la pression. C'est ce qu'on appelle le D3 dans les caractérisations de Cross-WF. Et en fait, c'est quelque chose qui permet un élément qui permet au niveau de la loi de viscosité d'être plus précis sur la perte de charge. Ça en lie la pression et la viscosité et ça vous permet de voilà d'être plus précis. Donc on a deux éléments comme ça. Alors j'expliquerai après d'autres choses où justement si on veut être un peu plus précis sous certaines conditions de pression. Donc les conditions, elles sont rappelées là, ratio longueur-épaisseur supérieur à 100, pression d'injection supérieure à 100 MPa et épaisseur de pièce de millimètres.
C'est pas forcément tous les critères. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai déjà vu des choses avec des pièces qui étaient plutôt 2, 3, voire plus millimètres, mais par contre, les pressions étaient assez élevées. Et la matière, en fait, elle était quand même assez visqueuse. Donc, en fait, c'est toujours un critère qui peut être intéressant. Pour expliquer d'un point de vue équation, c'est un critère qui se rajoute dans l'équation de WLF. Donc là, on voit sur le T étoile, on a le D3 qui est là. Si le D3 est égal à 0, ce terme-là est négligé. Et voilà, on voit en fait sans rien changer, sans trop juste en changeant de viscosité, que la perte de charge est plus tout à fait la même. Alors la perte de charge, après on peut comment dire, on peut le prendre différemment. C'est est-ce que c'est la perte de charge dans l'empreinte, est-ce que c'est la perte de charge d'alimentation, est-ce que c'est en fait la perte de charge de manière générale. Globalement, en fait, on va prendre en compte le fait que la viscosité va évoluer aussi en fonction de la pression et que le fait de pousser plus ou moins la matière va justement changer cet aspect-là. Donc, c'est plutôt nous quelque chose qu'on recommande, qu'on dit voilà, essayez de viser une fiche matière avec un D3 quand vous êtes en phase de corrélation de pression. Quand vous voulez comprendre un peu plus la pression, pouvoir anticiper un peu plus, ça peut. Alors, je reviens sur cette partie-là. Moi, j'ai souvent vu quand même sur des matières pression élevée, très élevée. Et là, on voit que sur l'exemple, on n'est pas à 100 MPa, on est à 65. On voit qu'on fait un petit shift quand même de 25%. Certaines matières en plus sont plus sensibles que d'autres. Les polycarbonates, les PMMA, c'est des matières d'expérience, ça présente un peu plus de réaction à ce critère-là. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être activé, qui peut être coché. Sur un autre aspect, on peut utiliser aussi la partie viscosité élongationnelle. Alors, je rappelle, ça c'est des choses qu'on avait vues en atelier. Alors, c'est un petit peu aussi pour faire de la pub pour les ateliers. C'est des choses qu'on essaie d'expliquer en atelier en disant voilà, si on veut faire ça, on prend ces éléments-là, ça peut faire ça. Si on veut faire ça, on prend ces éléments-là, ça peut faire ça. Et c'est vraiment en fait ce qu'on essaie d'expliquer. Et là, par exemple, la viscosité élongationnelle, c'est un élément qui ajoute euh, à la loi de viscosité utilisée, pardon, le critère en fait de variation de section. En fait, on va utiliser le taux d'extension. Alors, le taux d'extension, pour beaucoup, je pense que vous ne l'utilisez pas. Le taux d'extension, c'est un calcul, c'est un résultat obtenu en 3D. Pardon, ça concerne que le 3D, cette option-là. Enfin, dans son les deux d'ailleurs. Euh, Et en fait, c'est quelque chose qui va considérer que quand on change, on passe d'une section fine à une section épaisse, on va en quelque sorte comprimer la matière. Et cette compression va forcément avoir un impact sur la pression et sur la viscosité, enfin, pardon, sur la viscosité et donc sur la pression. Et du coup, en fait, c'est un terme qui se rajoute en plus sur l'équation de viscosité. Donc, vous voyez que si en fait ce terme-là, il n'est pas pris en compte, le A et le B, ça fait 0, donc ça fait 1. Donc ça fait 1 fois cette équation-là. Donc au final, on retombe sur une Navier-Stokes, une cross WLF, pardon, classique. Donc c'est un facteur pondérateur sur l'équation de viscosité. Pondérateur, ou multiplicateur, hein, ça dépend comment on voit les choses. Et donc, c'est des éléments qui peuvent être à rajouter sur la fiche matière. Je les appelle d'expliquer où c'était dans la fiche matière. Et en fait, on retrouve ça dans l'onglet rhéologie. Dans l'onglet rhéologie, vous avez une case qui peut être cochée, qui prend en compte les effets de viscosité élongationnelle. Et en fait, ce que vous aurez à renseigner dans ce cas-là, c'est A et B. Et pareil, c'est des éléments qui, quand on commence à regarder l'écoulement, la manière dont ça s'écoule, ou les pressions, ça peut avoir un intérêt. Donc c'est toujours pareil, c'est est-ce que jusqu'où je veux aller, et si je veux aller jusque-là, est-ce que j'ai tous les éléments pour y aller? C'est des éléments qui peuvent se rajouter après coup, c'est-à-dire que sur le principe, vous pouvez très bien récupérer un D3, récupérer A et B sur la viscosité élongationnelle, redoubler le calcul et relancer et voir un peu ce que ça donne. Mais c'est des éléments en fait qui sont pas en fait qui ne rentrent pas. C'est un peu comme ça que je voulais en parler. Ça rentre pas dans la qualité de la fiche. Vous pouvez très bien avoir une fiche or et ne pas avoir ces éléments-là. Alors on a souvent la question le client qui dit oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas créer un quatrième niveau? Oui, mais du coup, quatrième niveau, il prend en compte quoi? La pression, il prend en compte alors que les éléments de pression ou les éléments sur la fiche matière. Sachant que là, par exemple, dans les tuyaux, il y a quand même la viscoélasticité qui est prévue. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que dans ce cas, il faut recréer un niveau platine, parce qu'on a les parties de pression, mais si on n'a pas la partie de pression, mais pas la viscoélasticité, est-ce qu'on peut le considérer? Au final, Autodesk a coupé court, on a dit non, on reste sur ce qu'on a, et c'est au client qui
S'il veut aller chercher, de toute façon, c'est pas, on ne tombe pas dessus par hasard. Si on veut aller chercher ça, c'est qu'on a un besoin, c'est qu'on a une recherche, on en a parlé, on a creusé de son côté, et voilà. Donc ils ont dit non, on reste avec 3 niveaux, c'est déjà très bien. Le but c'est pas d'avoir la table base, le tableau périodique dans Molflow. Donc voilà, ça c'était pour la partie données. Après, pareil, la méthode de caractérisation, ça peut avoir aussi un impact. On a eu le cas récemment de données en fait qui étaient d'un fournisseur, qui au final, quand on commence à creuser un petit peu, on voit que ouais, il y a des choses qui sont bizarres. C'est que c'est effectivement des données fournisseurs. Par contre, les données, elles ressemblent pas à d'autres matières à peu près équivalentes. On dit bon, peut-être qu'il y a un truc qui colle pas dans la méthode. Et en fait, c'est vraiment un point sur. Alors, sans faire de la pub pour Beaumont, sans faire de la pub pour pardon, les laboratoires partenaires, mais le fait de dire voilà, c'est caractérisé sur cette méthode, vous savez où vous mettez les pieds. Et vous voyez que là, c'est une capture d'écran que j'ai tiré du data fitting. On voit en fait qu'on a plein de méthodes. Alors, il y en a une toute bête, hein, c'est not specified. Vous dites pas comment c'est fait. Vous avez obtenu des données. Point. Comment? Bah, je sais pas. Donc après, c'est voilà, c'est toujours un point qui, ok, j'ai des données, mais je dois quand même faire attention un peu à ce qui était dit. Donc par exemple, là, les méthodes entre la vis d'injection ou la vis d'exclusion, c'est forcément des méthodes qui seront peut-être un peu plus précises. Alors le réservoir slide aussi de souvenir, parce que bah, c'est vraiment des méthodes adaptées à l'injection plastique. C'est tout sur cette partie-là. Alors, comme à chaque fois, s'il y a des questions, il y a un bandeau questions sur le côté, n'hésitez pas, je les prendrai et je répondrai à tout à la fin. Astuces. Alors, j'ai voulu rappeler deux, trois astuces sur la gestion de la base matière parce que bah, il y a des choses, des fois, on se dit, ah, c'est vrai que j'y pense pas. Donc, voilà, j'ai utilisé ce webinaire pour ça. Alors, premier truc, ça, je sais que j'avais fait un article justement sur le sujet, parce que ça fait des années que quand on veut faire une recherche sur les matières non chargées, enfin, quand on veut faire une recherche sur une matière, on ne sait pas trier ce qui n'est pas chargé. On sait trier ce qui a une charge. On sait dire, si je veux 20% de fibre de verre, X truc de charge, on peut le faire. Mais par contre, si on dit, je ne veux pas de charge, on peut pas. Donc, en fait, quand on faisait un tri, par exemple, comme là, j'avais des ABS, bah forcément, j'avais tous les ABS. Et je pouvais pas dire non, non, mais moi, enlève-moi les non chargés. Depuis 2 ans, ils ont mis en fait un critère unfilled. Donc en fait, quand c'est non chargé, on peut le renseigner. Et c'est vachement utile. Parce que pour le coup, c'est plus simple. Autre chose, alors ça concernera pas forcément tout le monde. Et pour d'autres aspects, c'est certain, voilà, par défaut, c'est fait comme ça. N'hésitez pas en fait à vous simplifier une fiche matière, une base matière, pardon. C'est-à-dire que par défaut, quand vous êtes dans la base Molflow, vous avez toutes les matières. Vous avez donc les 13 000 et quelques matières. Sauf que, bah, par exemple, vous savez que vous avez travaillé que sur X matières, sur 10 matières. 8, donc, par exemple, sur mon exemple là. En fait, moi, je me suis créé du coup une base perso, base implicite, c'est ce qu'on voit ici. En fait, j'ai pris toutes les matières que je suis amené à utiliser, que je serai amené à utiliser, et j'ai dit, bah ok, bah celles-là, je vais les lister, je vais les simplifier. Alors pourquoi je fais ça? Donc ça me demande un petit peu de préparation, je crée mon fichier, je vais chercher mes bases matières dans la base générale, et en fait, avec le copier, je les déplace dans ma base perso. Mais une fois que j'ai fait ça, dans mes fabricants, je vais retrouver base implicite, et en fait, ça va me permettre de retrouver que mes matières. Donc en fait, j'aurai mes 8 matières, là en l'occurrence, pour dire, voilà, je peux chercher plus facilement. Et ça m'évite d'aller chercher dans, oui, mais là, du coup, je dois prendre ça, je dois prendre ça. Ça, comme dit, ça marchera pas à tous les coups, parce qu'il y aura forcément des moments où vous aurez une base inconnue, une matière inconnue, donc il faudra la chercher. Mais voilà, voilà, ça peut être utile. Euh, Comment trouver un équivalent? Alors, c'est un sujet qui est toujours récurrent. Alors, comme j'ai dit, en fonction du nombre de personnes qu'on a moi que j'ai dans le webinaire, là, je vois, je sais que certains, ils savent trouver des équivalents, je sais que certains, ils n'ont pas d'équivalent, ils n'ont pas besoin d'équivalent parce qu'ils savent, voilà, ils savent obtenir matière, parce que c'est des fournisseurs matière, c'est plus simple. Mais voilà, l'idée, en fait, c'est un peu tout ça. C'est comment, si j'ai pas mon équivalent, comment je peux faire? Alors, je vais pas vous mentir, c'est des éléments que j'ai récupérés de Sébastien. Il avait fait quand dans son atelier, il avait fait des éléments. J'ai juste complété un petit peu. Où en fait, voilà, par exemple, on doit chercher Promide B30, P2, G30.
Moi, j'ai juste rajouté ça. Contactez le fabricant matière. Il peut au moins vous dire, je l'ai, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas et il n'y en aura pas, ou je ne l'ai pas et prenez ça en équivalent, en interne, en externe. J'ai déjà vu des fournisseurs matières proposer d'utiliser un équivalent d'un autre fabricant. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'ai déjà une question, ouais, je répondrai après. Et donc voilà, le but en fait de la recherche d'équivalent, bah, c'est de filtrer le plus possible d'éléments pour se dire, est-ce que, comment je peux trouver? Et en fait, alors souvent le plus dur, c'est pas trop le filtre dans Motley, c'est les données qu'on a en entrée. C'est que si on prend une fiche PDF classique qu'on peut trouver sur Internet, on n'a pas beaucoup d'éléments qui sont utilisables. Le type de matière, polyamide, s'il y a des charges ou s'il n'y a pas de charge, la densité, et le MFR, le module mécanique. Là, par exemple, on pourrait éventuellement viscosity number 145, mais à voir si ça colle par rapport à ça. Et en fait, on peut essayer de filtrer un peu, mais il y a toujours des éléments qui sont, voilà. Et le but, en fait, c'est pas forcément de trouver un équivalent, mais c'est de trouver un ensemble d'équivalents. Et après, au fur et à mesure, de raffiner ça. Et donc, par exemple, là, en faisant tout ça, en fait, en récupérant tous ces éléments-là, le MVR ici, le MFR ici, enfin toute la partie mécanique, j'arrive à me retrouver avec deux matières. Une autre façon d'aborder aussi ça, en fait, alors un filtre, je viens de réaliser que j'ai oublié de l'écrire. Euh, Là, dans l'exemple là, voilà, il n'y a pas besoin, parce que j'ai que deux matières, en chimique, le choix est à limiter. Mais par exemple, si je dois choisir entre ces deux matières, comment je fais? Tout bêtement, dans les filtres ou dans les colonnes, en fonction de comment vous voulez faire, on peut en fait afficher aussi le niveau de caractérisation. Et je dirais, quitte à prendre un équivalent, autant prendre un équivalent bien connu. Si vous prenez, enfin, c'est très con ce que je veux dire, mais si vous prenez un équivalent et que l'équivalent, il est merdique, ça sera merdique. Et donc, en fait, ça sera deux fois plus merdique, parce que d'une, ça sera pas la bonne matière, et de deux, ça sera une matière mauvaise. Donc, pour moi, en fait, quand on part sur le principe d'un équivalent, la qualité de la caractérisation rentre. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut ajouter en disant, je sais qu'en français, c'est un peu mis bizarrement, c'est pour le remplissage, pour le compactage, pour le gauchissement. En anglais, c'est déjà un peu mieux. Mais en fait, on peut dire, voilà, ou on peut le filtrer, vraiment dire, je veux que les matières or. Moi, je sais que je préfère le mettre à la limite en dire, je le mets en filtre, je bloque pas par rapport à une valeur. C'est-à-dire que je dis pas, je veux que de l'or, je veux que le bronze, que de l'argent. Mais par contre, du coup, comme j'ai mis en filtre, ça me l'affiche en colonne. Et après, derrière, ça me permet de dire, OK, celui-là, il est bien, celui-là, il est bien, celui-là, il est bien, mais il est en bronze, donc c'est pas la peine. Celui-là, il est bien et il est en or, OK. Et en fait, voilà, ça me permet comme ça d'affiner un peu plus ma recherche. Et quand j'ai, bon, là, dans mon exemple, j'en ai deux. Quand j'ai 30, 40 matières possibles en équivalent, bah, typiquement, moi, ça fait partie des critères que j'utilise. Et on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, voilà, le but étant que voilà, ça vous explique les grandes lignes. Je vais m'attaquer aux questions. Et donc, je rappelle, 2026 disponible. Alors, première question. Alors, il me semble qu'il n'est pas possible de trier les PP par le type homopolymère copolymère. Alors si, parce que du coup, ils sont appelés PP homo. Et alors, copolymère, je crois que ça va être aussi un critère. Mais par contre, pour le coup, c'est un critère dans la famille. C'est-à-dire que ça sera un PP homo. Euh, J'aurai ma réponse sera PP homo. À partir de quand une matière est déclassée de gold à argent ou bronze? Est-ce qu'il y a une règle Autodesk, Mocho de temps? Alors oui, il y a une règle de souvenir, c'est 10 ans. Si la caractérisation est plus vieille que 10 ans, il la dégrade. Alors, je confirmerai éventuellement, mais de souvenir, c'était 10 ans. Euh, Alors, alors, c'est pas une question, c'est une remarque. Bonjour, quand on utilise une matière fréquemment, à mon avis, il ne faut pas hésiter à demander une caractérisation complète au laboratoire de Beaumont. À la première.
À la première modification de moule, c'est d'amorti. Oui, alors je ne peux être que d'accord. Euh, Parce que voilà, c'est par moment en fait, ça va être un truc où on va dire, je vais pas dépenser 4, 5 000, 8 000 euros. Euh, voilà, effectivement, la première retouche, c'est cuit. Oui, je peux que dire oui. Parce que voilà. Non, et puis c'est des critères en fait. On avait eu un témoignage de Legrand il y a quelques clubs utilisateurs où ils avaient refait caractériser un PP sur lequel ils avaient, voilà, ils utilisaient très régulièrement et en fait, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait bien des problèmes sur cette matière et pour le coup, ils avaient fait une caractérisation très complète et ouais, ça a changé la donne. Et ben, de toute façon, c'est ce qu'a expliqué Salomon l'année dernière avec le 4 et d'ailleurs, j'ai été surpris parce que j'ai retravaillé avec eux il y a pas très longtemps et en fait, le 4 ils ont effectivement fait caractériser et ils ont fait le choix de le garder pour eux. Ils ont payé la caractérisation, ils ont dit, bah, c'est pour moi. Je sais qu'il y a des clients qui disent on paye et puis on laisse, il y a des clients qui disent on paye et on garde. C'est pas négligé parce que voilà, mais oui, effectivement, je suis d'accord, Philippe, que c'est vraiment, voilà, beaucoup très important. Euh, Alors le problème, c'est la suite de la question sur le PP homo. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le grade bien défini. On a bien souvent PP, mais pas PP homo ou copo. Alors, oui, je suis d'accord. Après, c'est le fournisseur matière qui donne les informations. Donc, nous, enfin, dans la base Molfo, en fait, alors, nous, Applicit, clairement, Autodesk récupère les informations du fournisseur matière. Donc, après, c'est à voir avec le fournisseur matière, en gros, est-ce que lui, il considère que c'est un PP Homo ou Copo. Après, c'est plus pour la partie équivalent que ça peut être gênant parce que s'il faut trouver un équivalent, voilà. Maintenant, je dirais à la limite, si tu sais du départ que c'est un PP homo, bah, dans ta recherche, tu dis que c'est des PP homo, même si c'est pas indiqué, enfin même voilà. Mais ça peut, enfin pour moi, c'est gênant et pas gênant, c'est qu'à la limite, tu trouves ta référence matière dans la base, c'est un PP homo, mais c'est pas indiqué, c'est pas grave tant que la caractérisation est bonne. C'est plus quand tu dois trouver un équivalent et des équivalents PP homo copo, il y en a, c'est sûr et certain. Euh, alors 2 minutes, je réponds. Du fournisseur matière. Alors désolé pour les fournisseurs matières présents au webinaire, de les incriminer comme ça, mais non, en fait c'est vraiment un gros travail. Et c'est un gros travail de leur part et honnêtement je le salue parce que c'est pas simple de gérer des matières monde souvent. Euh, voilà, c'est pas simple. Donc voilà, ils font déjà un bon boulot. Si on a une matière sans classification, quels sont les paramètres importants qu'il faut vérifier pour savoir si on peut apprendre ou non? Type de caractérisation, est-ce que c'est des données génériques? Type de données, est-ce que c'est des données génériques? Et les méthodes. Les méthodes en fait indiqueront, voilà, est-ce que c'est précis, pas précis, et voilà. C'est vraiment ça. Parce que après, alors. On peut faire un truc de comparer avec d'autres matières. C'est si voilà, vous savez ce que c'est comme famille et en gros vous comparez, vous dites ok ben est-ce que ça a le même comportement, est-ce que c'est bien, pas bien, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors d'autres questions, d'autres remarques. Je suis ouvert à beaucoup de trucs, donc à la limite s'il y a des choses que vous estimez qui peuvent être améliorées encore, n'hésitez pas. On est toujours partant pour discuter avec Autodesk sur ce sujet-là, puis voir avec eux ce qui peut être amélioré, ce qui peut être à corriger, ce qui peut. Voilà. Combien de temps faut-il pour caractériser une matière? Ça dépend, mon bon monsieur. Non, ça dépend. Alors, ça dépend avec qui vous faites.
Ça dépend du type de matière, parce que globalement, entre le moment où vous dites, tiens, je vais faire caractériser, je vais parler très pratique, la commande, l'envoi matière, eux, faut qu'ils puissent faire les essais. Ils font des essais en fonction de ce qu'ils ont aussi en attente. C'est-à-dire que s'ils ont 35 essais déjà avant, forcément, ça va impacter le temps de caractérisation. Ça dépend. Ça peut être assez court, mais globalement, je dirais, hein, contre le temps d'envoi de la matière, le temps de la réception, il faut compter un mois minimum. Et par moment, je sais qu'il y a eu des années où ils avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes et c'était plus. Donc après, c'est des choses qu'on sait au moment de la commande. Quand vous commencez à en parler, vous dites, voilà, vous savez à peu près dans quel temps je l'aurai. Voilà. Alors, je vais prendre le problème à l'envers, c'est que si vous dites, j'ai besoin de la caractérisation pour dans 2 semaines, ouais. Après, tous les essais sont normés. C'est-à-dire que si, imaginons, vous vouliez passer par Beaumont à pas la dispo, nous, on a d'autres laboratoires partenaires. Et après, je dirais, en dehors de ça, même les essais sont normés. Donc même si à la limite vous devez faire ça par un autre laboratoire, c'est toujours faisable. Donc le délai en fait il est variable pour moi. Je vais plutôt le répondre comme ça, en fonction des demandes du client et en cours et les en cours. Pour les matières caractérisées en viscoélasticité, pourquoi celle-ci n'est pas activée par défaut? Parce que la viscoélasticité n'est pas une méthode encore activée par défaut. En fait, c'est un truc en bêta. Et donc, pour l'instant, c'est une liste possible. Donc voilà. C'est pour ça que la viscosité, ils ont pas mis. Pour trouver un équivalent, le MFR serait très utile. Pourquoi n'est-il toujours pas donné dans la base, dans la BDD? En fait, c'est une informative pour nous. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'utile. Et j'en reviens sur ça, c'est en fait une information fournisseur. Si le fournisseur dit pas le MFR d'autant, euh, on l'a pas. En sachant qu'après, moi, je sais que alors, entre utiliser le MFR, moi, je préfère encore utiliser le MVI dans ce cas-là, s'il faut trouver un équivalent. Le MVI, en fait, c'est une information, c'est un MFR, mais un cisaillement donné. Là où le MFR, c'est à très faible cisaillement, parce que c'est sous un fourreau. Moi, je préfère à la limite utiliser le MVI. Alors après, le problème, c'est comment utiliser le MVI, obtenir le MVI sur une matière dont on n'a pas la fiche. C'est un peu le souci, effectivement, mais voilà, le MFR, ouais. Puis après, je dirais, en fait, ça fait partie des critères, hein, c'est malheureux à dire, mais des fois, effectivement, on va tourner le dos à une matière bien caractérisée parce que le MFR est bloqué. Ouais. Moi, je sais que, voilà, honnêtement, moi, ça me fait partie des choix. C'est qu'à la limite, j'ai zéro matière qui ont un MFR comme ça. Alors, j'ai zéro matière tout court, dans ce cas-là, j'enlève le critère MFR. J'ai zéro matière qui ont un MFR dans la valeur que je cherche, je vais effectivement élargir. Voilà, je vais essayer de trouver en fait une approche un peu différente pour dire, je vais quand même réussir à trouver un équivalent. Euh... Alors généralement, je pense que je l'ai mal dit du coup. Pour la version 2026, elle n'est toujours pas au point. Donc pour le moment, faut-il privilégier la version 2025? Pardon. Non, alors non, c'est pas qu'elle n'est pas au point. C'est que moi, je sais que j'aime bien, en fait, avant de dire au client utilisez, vous pouvez y aller, pour être sûr que, voilà, sur le principe, vous pouvez l'utiliser. Elle a été testée par les développeurs Autodesk. Mais d'expérience, on a eu des trucs où on savait que l'installation allait faire ci, il fallait faire attention à ça, sur ce truc, faire attention à ça. Donc moi je préfère dire, c'est vraiment mon choix, et je sais que, alors, Jocelyne et Alain, ils sont pas forcément d'accord avec ça, mais je préfère dire au client, attendez, on se laisse un petit mois. Si dans un mois, voilà, vous voulez installer, pourquoi pas, hein, ouais. Mais sur le principe, vous pouvez y aller dès aujourd'hui. C'est juste que si vous nous contactez lundi en disant, je comprends pas, il y a ce truc-là qui marche pas et ça j'arrive pas à faire, ça j'arrive pas à faire, et qu'on vous dise, bah oui, nous on l'a testé puis on a remonté ça au Autodesk, qu'ils auraient effectivement confirmé. C'est plus pour ça, c'est plus pour vous éviter de perdre du temps. À la limite, quand vous êtes parti pour installer, vous nous posez la question en disant, ok, il y a quoi comme truc qui vont pas. Euh,
Et puis voilà, on vous dit, puis à la 25, la plupart du temps, quand on a commencé à dire aux clients installés, on savait en fait, voilà, on savait où on mettait les pieds. Là, c'est vraiment, moi je l'ai téléchargé hier et je l'ai installé hier après-midi. Donc je crois que j'ai commencé mes premiers calculs ouais, hier en fin de journée. Donc voilà, son principe. Voilà. Euh, alors oui, effectivement, il y a une remarque sur faire attention aussi à la douane. Il y a tous les MSDS et tout, mais ça on l'explique justement avec les caractérisations. Je vais essayer de répondre plus vite parce que je suis en train de traîner, mais l'air de rien. Est-ce que certaines méthodes de mesure de viscosité sont pires que les autres? Oui. Oui, oui, bah je sais plus ce qu'il y avait dans l'exemple. En fait, il y a des méthodes où globalement ça caractérise pas le comportement d'une pièce en injection plastique. C'est pour ça que le Beaumont propose l'utilisation d'une vis. Et que j'avais marqué dans les méthodes, il y avait le screw extrusion, où en fait, pareil, c'est une matière mise sous cisaillement. Donc, il faut quand même qu'il y ait cette notion de cisaillement qui intervienne. Sans ça, effectivement, ça peut être, voilà, ça peut être totalement foiré. Comment la compressibilité est-elle prise en compte? D3, A, B, dans la viscosité élongationnelle, et après par les PVT. PVT, D3 et viscosité élongationnelle. Hop. Celles qui ne prennent pas en compte le cisaillement. Et puis je vais essayer d'avancer. Parce que par contre, j'ai encore des progrès à faire, j'arrive pas à taper et lire en même temps. Quelles informations Molflow a-t-il besoin pour analyser les déformations? PVT, données mécaniques. PVT, données mécaniques. Alors, tout, pour faire simple, tout. La déformation est impactée par la viscosité, donc la viscosité sera utilisée pour faire un calcul de déformation, mais c'est plus la conséquence de la viscosité. En utilisation directe, PVT, données mécaniques. De là, en fait, on calcule les contraintes, le retrait, et on donne une déformation par rapport à ça. Dans l'avenir, viscoélasticité en plus. Et alors, orientation de fibre, pardon, j'ai oublié aussi pour la partie déformation. Donc en fait, c'est pour ça que je disais tout sur le principe. Euh, mais plus particulièrement, ouais, PVT et puis MECA. Et MECA, bien faire attention à comment c'est caractérisé, qu'il n'y ait pas euh, une des données standards sur une matière anisotrope. On a eu le cas il n'y a pas très longtemps, une matière qui était censée quand même présenter de l'anisotropie, et les données mécaniques étaient 100% isotropes. Clairement, ça va pas. Hop. Remarque sur MFR, il est pratiquement toujours dans les données fournisseurs et rarement BDD. Oui, mais en fait, c'est que quand ma fiche matière est créée, si le fournisseur il donne pas le MFR, en fait, c'est vraiment, c'est comment dire, mais les gens qui administrent la base Molflow peuvent pas aller pour toutes les matières chercher les MFR sur toutes les fiches. Il faut que ce soit renseigné. Et en fait, si c'est renseigné, c'est intégré. Si c'est pas renseigné dans les fiches Molflow, c'est pas, voilà, ça sera pas. Pour le calcul de déformation, les informations de retrait parallèle et perpendiculaire sont aussi très importantes. Oui, dans le calcul stamp. Ah oui, pardon, oui, bah oui, c'est vrai, dans les données, oui, oui, j'ai oublié. PVT, mécanique, merci Bertrand. Euh, merci de rappeler au formateur sur quoi il travaille. Non, effectivement, au retrait qui maintenant rentre en compte avec le stamp, oui, effectivement. Alors, oui, bah ouais. T'as raison, t'as raison, c'est en fait directement ça va sur des données mécaniques. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour des questions. Pour rappel, le webinaire, de toute façon, est enregistré. Il sera diffusé alors ou dans la journée ou lundi. Donc, vous recevrez l'enregistrement. Et puis voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous nous contacter via le support. Et puis, on sera un plaisir de répondre. Pas d'autres questions? Eh ben, il me reste du coup à vous souhaiter à tous une bonne journée, bon week-end, et puis à bientôt. Les inscriptions pour le club sont possibles déjà sur le site, donc je sais qu'il y en a certains qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Au revoir.